Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de... Premièrement, merci à ceux qui viennent de nous rejoindre, puisque les 3 abonnés que j'avais perdus, j'en ai regagné 3, donc bienvenue à vous. Et enfin, petite vidéo, ça y est, nous avons enfin quelque chose de concret. Nous venons d'apprendre aujourd'hui que Philippe de Villiers soutenait Éric Zemmour. Pour information, je vous remets cette petite arborescence que j'avais fabriquée il y a de cela plusieurs semaines maintenant, avant qu'on sache que Éric Zemmour allait se prononcer comme candidat, même si on savait que c'était de fortes probabilités qu'il le fasse. Et vous pouvez constater que Philippe de Villiers, qui est un souverainiste, qui s'attaque souvent d'ailleurs à ces organisations telles que Davos, Bilderberg et compagnie. Mais attention, Philippe de Villiers, c'est un atlantiste. Et Philippe de Villiers a de très bonnes relations avec un certain James Goldschmidt. James Goldschmidt, qui est un des ténors de la branche familiale des Goldschmidt, la même branche, ou tout du moins la même origine, la même racine que les Goldschmidt, liés à monsieur Bolloré. La boucle est bouclée. Sachant que De Villiers, donc, soutient Éric Zemmour. Le problème, c'est qu'en façade, on a donc 2 individus qui veulent remettre la France dans une position de leader, de souveraineté, à l'échelle européenne. L'ambiguïté de savoir est-ce qu'ils ont une intention cachée de sortir de l'Union européenne, mais ne le disent pas parce que, évidemment, si jamais ils le disent, ils risquent de se prendre une vague, un tsunami d'attaques, voire subir les foudres de certaines combines ou machinations, complots contre eux, parce que, évidemment, ils touchent à la religion européenne. Mais sachant que De Villiers donc, soutient Éric Zemmour, sachant qu'ils reconnaissent que l'Amérique, les États-Unis, sont souvent dans les coulisses de certaines décisions, de certaines politiques, j'ai une opinion personnelle, je vous la soumets, et vous me direz ce que vous en pensez. Vu que l'Union européenne aujourd'hui est en train de s'effondrer sur ses propres fondements, c'est-à-dire qu'elle ne cache plus aujourd'hui sa volonté de suprématie sur les États souverains. État souverain étant presque un pléonasme maintenant, parce que plus ça va, plus on se rend compte qu'il y a un certain nombre de décrets et de textes de loi, et même le fameux accord de Lisbonne, tente à démontrer que l'Union européenne, sur certains domaines, supplante les lois nationales. Je vous rappelle que dans ma dernière vidéo, je vous avais parlé du fameux code de Nuremberg, et je vous avais parlé du fait que la France était l'un des rares pays à avoir vraiment pris en compte ses éthiques en matière d'expérimentation sur les êtres humains, et que si jamais la présidente de l'Union européenne décide de faire ce qu'elle a laissé suggérer qu'elle voulait faire, j'ai envie de dire que ça allait poser forcément un problème de souveraineté. Si la France possède des lois pour protéger, pour cadrer, pour bien encadrer les expériences humaines dans le cadre d'expérimentation, de recherche, de nouveaux traitements, etc., force est de constater que si l'Union européenne décide de faire des lois pour se débarrasser de cette éthique, ça va poser un problème. Donc, il y a quelque chose qui m'interpelle. Et si les États-Unis d'Amérique considéraient maintenant que finalement, l'Union européenne ne fonctionne pas, et qu'il faut désormais jouer une autre carte, et que peut-être l'Allemagne n'est plus le pays qui puisse servir les intérêts des États-Unis,
est-ce que finalement, si on redonne une certaine grandeur à la France, est-ce que quelque part ça ne servirait pas non plus les intérêts américains? Est-ce que quelque part il n'y aurait pas une volonté peut-être d'abandonner le projet de l'Union européenne pour construire autre chose? Construire autre chose suivant des conséquences ou des situations avec des scénarios différents. Soit en effet des scénarios catastrophiques, dramatiques, insurrection, révolution, guerre civile, peu importe. Le fait est que de toute façon, on le sait. Si la France quitte l'Union européenne, c'est terminé. Je peux même vous dire que si au moment où la France décide de quitter l'Union européenne, l'Allemagne s'abordera l'Union européenne avant même que la France ne quitte l'Union européenne. Donc je pense que le fait que Philippe de Villiers soutienne Zemmour, donc ajoute de l'eau à notre moulin, sur le fait que, attention, derrière le discours de Zemmour se cache autre chose. Quoi? Pour l'instant, il est difficile de définir les contours, mais je pense qu'il va falloir faire très attention sur le fait que derrière le discours rassurant de retour à la souveraineté, de retour à la sécurité, de résoudre les problèmes de l'immigration, le problème de la délinquance, le problème de l'insécurité, le problème de souveraineté, derrière, il y a un autre projet qui se cache. Qui plus est, je serais curieux de savoir s'il y a sous-jacent la possibilité que le grand reset y trouve aussi son compte. Je répète, Philippe de Villiers dénonce l'impérialisme et le mondialisme de Davos. Mais est-ce que ce n'est pas un leurre? Je pense que là-dessus, il va falloir être très prudent et éviter de juger les choses en surface. Et je vais terminer pour revenir sur ce fameux débat qui a eu lieu avec Le Maire et Zemmour. C'est un débat qui était génial. Génial pourquoi? Parce que, on voyait bien que c'était un débat qui voulait essayer d'attaquer, de tacler Zemmour sur des sujets économiques sur lesquels, apparemment, il y a un flou. Donc, qui plus est, pour attaquer Zemmour sur le plan économique, que le ministre de l'économie lui-même, Bruno Le Maire. Sauf que malheureusement, au bout d'un moment, Bruno Le Maire a complètement perdu le fil de ce pourquoi il était là. Et je peux même vous dire, si vous regardez cette interview, j'essaie de vous mettre le lien, vous verrez à 16 minutes 1 ou 2, vous avez Léa Salamé, qui à un moment, dans son regard et son visage, on le voit, elle le sait, c'est mort. C'est-à-dire que tout d'un coup, elle se rend compte que là, celui qu'on avait mis en face de Zemmour pour justement essayer de le tacler, pour essayer de le mettre en difficulté, n'est pas en train de faire le boulot. Il est en train de faire du pathos, il est en train de faire de la sensiblerie et de l'émotionnel. Et le bouquet, alors il y a quand même un scud magnifique, où à un moment donné, le maire se met à pratiquer la fameuse tactique de couper la parole systématiquement à Zemmour, etc. Donc à un moment donné, Zemmour se tourne vers Salamé, puis l'autre journaliste. Donc d'ailleurs, à mon avis, ce sera la première et dernière fois qu'on le verra dans une interview, parce que le mec, il est transparent, il n'existe pas. Et il dit, est-ce que vous pouvez la réguler un petit peu, faire le nécessaire pour que je puisse m'exprimer, parce que l'autre en face, là, il est en train de me couper la parole. Même si de temps en temps, Zemmour coupe la parole ou fait une invective sur le maire, mais à chaque fois il dit, mais allez-y, continuez. L'air de dire, allez-y, continuez, je vous répondrai après. Et à un moment, le maire commence à dire à Zemmour, non mais regardez-vous, monsieur Zemmour, vous êtes en train, comme un gamin dans une cour d'école, à aller failloter auprès des journalistes parce que vous n'arrivez pas à présenter ou à parler. Et là, Zemmour dit, mais j'en appelle à ceux qui sont censés gérer le débat. C'est leur boulot. Et au moment où ils disent c'est leur boulot, mais putain, vous avez un blanc.
Vous avez un blanc. C'est-à-dire que, imaginez, ça aurait été par exemple Toussaint, ça aurait été Pujadas, ça aurait été Saint-Cricq, ça aurait été, ou même Ruquier, mais ils auraient tout de suite réagi. Mais attendez, monsieur Zemmour, c'est pas à vous de nous donner les consignes de notre travail, nous sommes des professionnels, nous savons ce que nous avons à faire, si nous décidons qu'il faut intervenir, nous interviendrons, mais c'est pas à vous de nous dire que c'est à nous de faire notre boulot. Mais là, Salamé et l'autre, pourquoi? Parce que déjà Salamé, elle sait que c'est mort. Elle sait que c'est parti en couille, que ça part en vrille depuis à peine 10 minutes après que c'est commencé, que le mec est là, qui s'appelle Bruno Le Maire, hein, qui a quand même été à la Commission européenne, qui travaille pour l'Europe, hein, je rappelle. Le mec, il n'a absolument pas compris ce pourquoi il était là. Et à la fin, il se permet de faire « oui, je vais prendre un bonus de temps pour dire une chose ». Et là, il revient sur la polémique Pétain et Vichy. Et vous voyez Zemmour, il a le sourire. Il a le sourire pourquoi? Parce qu'encore une fois de plus, ils font la démonstration qu'ils ramènent toujours les mêmes thématiques pour effacer leurs échecs. Pour effacer le fait qu'ils étaient en débat, qu'ils avaient l'opportunité d'essayer de le coincer, d'essayer de se le farcir, comme on dit. Et en réalité, ils se sont enfermés dans leur propre dogme, ils se sont enfermés dans leur propre prisme à vouloir jouer la sensiblerie, l'offuscation, l'émotionnel. Rendez-vous compte, vous avez dit ceci, vous avez dit cela, c'est inadmissible. Pensez à nos Français, à nos amis musulmans, pensez aux étrangers qui vivent la guerre et qui viennent se réfugier dans nos pays. Vous êtes un monstre, c'est intolérable. Vous avez en plus fait du révisionnisme avec Pétain, avec Vichy, etc. Le mec, il est là juste pour essayer de débattre sur des sujets économiques. Et le mec, il fait du pathos. Bon, bah, résultat des courses, même la presse qui a essayé d'arrondir un petit peu les angles, ont été obligés d'admettre que oui, ça partait bien, mais très vite, c'est parti en vrille, et on n'a pas pu essayer de coincer Zemmour sur concrètement des sujets de fond sur le plan économique. Preuve en est, c'est que à un moment donné, le maire commence à dire que, regardez, nous avons créé de l'emploi, nous avons la Banque de France qui fait une estimation de 6,7% de croissance, nous avons fait des résultats, etc. Et à un moment, Zemmour lui dit, mais vous récoltez les résultats de la situation catastrophique que vous avez créée. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Zemmour lui balance l'argument qui est, c'est toujours facile à un moment donné de retirer le positif d'une gestion d'une situation qu'on a créée. C'est-à-dire que, au lieu de gérer une situation, une chose, intelligemment, eh bien on a pris des décisions drastiques. On a pris des décisions absurdes. On a pris des décisions avec des conséquences et des dommages collatéraux économiques que après, on va évidemment injecter de l'argent gratuit, mais qui n'est pas de l'argent gratuit, hein, puisque de toute façon c'est de l'argent qu'on va rembourser. Et donc du coup, avec cet argent gratuit, vous avez des entreprises qui ont pu se permettre de pouvoir gonfler leur chiffre d'affaires grâce à ces subventions. C'est comme d'ailleurs, on vous dit oui, les Français ont de l'épargne. Ben oui, c'est comme aux États-Unis, c'est pareil. Moi, je peux vous dire que pendant un an, j'ai touché des allocations chômage qui étaient 2 fois plus bénéfiques que si je travaillais. Vous comprenez pourquoi il y a des Américains à partir du printemps qui ne sont pas retournés travailler? Parce que tant qu'ils touchaient le chômage, ils touchaient des meilleurs salaires, ils touchaient des meilleurs revenus que s'ils travaillaient. Et en France, ça a été pareil. Vous avez des entreprises, petites, moyennes, grandes, peu importe, qui ont bénéficié de l'argent gratuit d'aide de l'État. Alors évidemment, derrière, ça a créé des besoins. Donc les entreprises, par rapport à ces besoins, ne serait-ce que par exemple la livraison à domicile,
La livraison à domicile, combien d'enseignes se sont mis à faire de la livraison à domicile? Donc elles ont créé des emplois, elles ont créé des postes qu'avant elles n'avaient pas. Donc c'est facile de sortir ces genres d'arguments. On a créé de l'emploi, on a de la croissance, les entreprises ont dégagé des bénéfices. Mais oui, forcément, vous avez injecté de l'argent dans le système économique. Et après, vous venez, regardez, on a fait le super boulot, on a créé des emplois, notre croissance est bonne, on a un excédent budgétaire, etc. Sauf que Zemmour, à un moment donné, il a fait redescendre un petit peu le truc en disant, ben oui, mais c'est facile. Si vous avez quelqu'un qui est fatigué, qui manque de productivité, si vous lui foutez un petit coup, une petite picouse, pour le... tout d'un coup, il va devenir beaucoup plus productif. Sauf que vous allez le faire une fois, deux fois, trois fois, au bout de 3 fois. Vous dopez votre salarié. Sauf que vous allez en tirer un profit sur un court terme, parce qu'à moyen terme, le salarié, au bout d'un moment, il va commencer à en demander plus. Donc il va commencer à avoir des problèmes. Problèmes de santé, problèmes de tension. Et bien l'économie, c'est pareil. Si pour sauver le modèle économique, vous le dopez, il y a un moment donné où vous le dopez, mais ça ne suffit plus. Ça suffit plus pourquoi? Parce que les entreprises, les systèmes économiques, les banques, le système financier, ils ont toujours besoin de plus d'une année sur l'autre. Ça fait depuis 2008 que ça fonctionne comme ça, qu'on dope, on dope, on dope. C'est-à-dire que le système économique, ou tout du moins le modèle économique aujourd'hui, majoritairement occidental, ne fonctionne plus tant qu'on ne lui injecte pas de l'argent, de la liquidité, qu'on ne le dope pas. Et ça, Zemmour, c'est ce qu'il a dit. Il a bien laissé sous-entendre que c'est facile de sortir des bons résultats quand ces bons résultats sont la conséquence d'une situation de merde qu'on a créée. Et là, on a bien vu le maire à un moment donné qui s'est dit, ouais, bon, ok, je fais quoi? Faut que j'attaque. Et là, il a commencé à attaquer sur du pathos. Voilà, tout simplement. Donc ce débat, est un échec. Et ça confirme bien que ça va être comique parce que déjà, vous avez des gens qui ne veulent pas débattre avec Zemmour. Mais ils ne veulent pas débattre avec Zemmour parce qu'ils savent qu'ils vont se faire massacrer. Parce qu'ils n'ont pas l'argumentaire, parce qu'ils n'ont pas la culture, parce que leur discours est toujours en fonction d'un pathos, toujours en fonction d'un émotionnel. La démocratie, les droits de l'homme, etc. Oui, mais déjà, tous ces gens droits de l'hommistes, là, on les a entendus, là, sur le fait que la Grande-Bretagne vient d'annuler l'interdiction d'extradition de Julian Assange? Non. On ne les a pas entendus. Donc, si vous voulez, les rideaux tombent, les murs se fissurent, les idéologies sont en train de partir en miettes. Alors attention, je ne suis pas pro-Zemmour, mais je dis simplement, c'est que, aux yeux des Français qui ne sont pas forcément peut-être informés, qui n'ont pas la maîtrise de toutes les données comme vous et moi nous maîtrisons, ils vont se rendre compte que, finalement, le mec, il a raison. Et d'autant plus qu'il a raison, c'est que quand il fait des débats avec des gens qui sont censés être là pour essayer de le démolir, pour essayer de le mettre dans ses contradictions, etc., mais ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas, pourquoi? C'est pas parce qu'ils n'ont pas la technique, c'est pas parce qu'ils n'ont pas les connaissances, c'est parce qu'ils sont dans une telle conviction d'être du bon côté de la barrière, ils ont tellement la conviction d'être des gentils, qu'ils ne se rendent même pas compte qu'ils n'arrivent pas à se structurer, qu'ils n'arrivent pas à être stratégiques, qu'ils n'arrivent pas à être calmes, qu'ils n'arrivent pas à être argumentés, qu'ils n'arrivent pas à être succincts sur leur façon d'aborder les thèmes face à Zemmour. Et ils tombent systématiquement, toujours, sur des sujets « vous avez été condamné »,« vous êtes un raciste »,« vous avez dit ceci »,« vous avez dit cela »,« c'est inadmissible »,« rendez-vous compte »,« vous êtes un islamophobe »,« vous mettez la France musulmane à dos », et tout le tralala, et tout le tralala, et tout le tralala. Donc c'est, voilà, ils tournent en rond. On y reviendra parce que ça s'accélère. Et d'ici là qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, n'hésitez pas, laissez vos commentaires, pouce bleu vers le haut. Je rappelle, je ne suis pas monétisé. Donc d'ici là qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, et bien que puis-je vous souhaiter un bon week-end et on se retrouve la semaine prochaine pour la dernière semaine avant Noël.